Je ne trouve pas bien de mettre une forte pression sur Marion par rapport à cette élection. Je pense que, je suis certain, je suis convaincu qu'elle fera ce qui est bon pour la France, et elle le fera au moment où les choses seront mûres pour elle. Voilà, il ne faut pas être uniquement dans la tactique. Les vies sont complexes, les choix sont complexes, et donc je pense qu'il faut lui accorder du temps. Ça n'est pas nécessairement à elle de venir mettre le coup de dague dans sa tente et de l'éliminer. C'est pas une belle image ensuite à porter pendant les 20, 30 ou 40 ans de vie politique qu'elle peut faire si elle le souhaite. Jérôme Rivière, bonsoir. Bonsoir David. Vous êtes le nouveau vice-président du mouvement Reconquête, donc on est particulièrement heureux de vous avoir ce soir. On vous attendait avec grande impatience, comme les 2 ou 3, on va dire, transfuges ou ralliés de fraîche date, mais vous tout particulièrement, parce que vous êtes l'ancien patron des eurodéputés Rassemblement National au sein du groupe européen Identité et Démocratie. Vous avez un parcours très intéressant, vous êtes parti de quasiment la gauche, on va dire, avec Léotard. Bon. Une façon de définir les choses très brutale. Je ne suis pas sûr qu'il serait d'accord avec cet adjectif, cette qualification, mais vous êtes parti de Léotard et vous êtes arrivé chez nous en passant très longuement par le Rassemblement National. Donc on aimerait bien comprendre ce parcours. Et comme dit l'adage, si à 20 ans on n'est pas à gauche, c'est qu'on n'a pas de cœur. À 40, c'est qu'on n'a pas de tête, c'est qu'on n'est pas à droite. Bon, vous avez fait le parcours parfait. Oui, parfait. Je ne sais pas. D'abord vous dire que je suis vraiment content d'être là moi aussi, et ça fait une semaine aujourd'hui, puisque c'était jeudi dernier effectivement que j'ai annoncé que je rejoignais Éric Zemmour dans son choix d'être candidat à la présidentielle pour participer à cet élan rempli d'enthousiasme de centaines de milliers, de millions de gens qui l'appellent à être candidat et qui poussent sa candidature. Dans la foulée, effectivement, j'ai souhaité quitter le Rassemblement National. On en reviendra peut-être dessus sur les raisons de ce choix, et adhérer à Reconquête. Et je me sens bien, je me sens à l'aise, je me sens en parfait accord avec toutes mes convictions, avec moi-même, lorsque je suis dans ce parti politique, dans ce mouvement politique. J'ai pu constater à Cannes, où nous étions ce week-end, la gravité que porte Éric, parce que c'est un enjeu extrêmement grave que cette élection présidentielle. S'il s'est lancé, c'est qu'il existait un enjeu de vie ou de mort pour la France, et en même temps un enthousiasme invraisemblable. On en parlait, 4300 personnes qui étaient dans la salle, pas de train, pas de bus pour les amener. Plus 1000 ou 2000 à l'extérieur qui voulaient rentrer. J'ai jamais vu ça. J'ai vu des grands meetings, mais en général, c'est orchestré, organisé, on fait venir des fédérations entières. Là, rien, spontané, né de l'enthousiasme des gens. Et de l'enthousiasme plus de la gravité, ça donne l'espérance. Et c'est ça que Éric nous amène. C'est de l'espérance pour la France et pour les Français au mois d'avril prochain. Donc ça, c'est vraiment important. Pour revenir une seconde sur mon parcours, parce que tel qu'on le présente, on pourrait presque croire que je suis girouette, alors que c'est pas le cas. Je vous rappelle quand même que François Léotard, quand il est élu maire de Fréjus, c'est à l'époque le maire qui fait venir les anciens de l'OAS, qui avaient été graciés en France, et il les réunit. C'est donc une droite qu'on ne peut pas appeler mollassonne. Le parti républicain à l'époque, dans le sud de la France, c'est une droite très engagée notamment sur les questions d'immigration, engagée sur les questions d'identité. C'est vrai qu'après, son parcours a beaucoup changé, beaucoup évolué. Je l'ai accompagné pendant une petite dizaine d'années. Le François Léotard, maire de Fréjus, qui est devenu plus tard un ministre d'État, s'est centrisé. Il a fait un parcours assez classique parmi les pontes politiques des années 80-90. C'est des gens qui partent d'un bon sentiment au départ et qui tout doucement se centrisent pour parfois se gauchiser complètement. Donc je revendique des convictions à droite depuis l'origine. Quand je dis à droite, c'est-à-dire un attachement très fort à la cause nationale, un refus de dissolution de la France dans l'immigration, parce que à l'époque, souvenez-vous, c'était déjà un enjeu très important. Souvenez-vous de Jean-Marie Le Pen. À l'époque, il disait quelle est la différence entre un militant RPR et un militant du Front National. Le militant du Front National, c'est un RPR qui s'est fait voler son autoradio.
C'était ça quand même Qui s'est fait voler son autoradio. Ouais. C'était ça, c'était pas de la formule. Les prémices de cette insécurité qui est née avec l'arrivée de l'immigration en France. L'augmentation, on voit sur les courbes, c'est une augmentation de l'immigration et on voit une augmentation de l'insécurité en France. Donc, cette droite-là, elle est passée effectivement par le Parti républicain. J'ai été élu dans le Sud, donc dans les Alpes-Maritimes, député pendant le mandat de 2002 à 2007, mais j'ai été élu précédemment à partir de 98 à Nice, les Alpes-Maritimes, qui est un territoire où les idées de cette droite nationale populiste existent bien. Et j'ai cru pendant très peu de temps, mais j'ai cru pendant un moment à Nicolas Sarkozy, dont j'étais relativement proche, jusqu'en 2005. Et c'est une anecdote amusante, mais je faisais partie d'un tout petit groupe de députés auprès de lui, et on a parlé du traité constitutionnel. Vous vous souvenez, 2005, c'est le traité constitutionnel pour savoir s'il fallait voter pour ou contre. Éric Zemmour s'en souvient bien, hein, il en a souvent parlé. Hein. Et en 2005... De cette trahison, finalement. La trahison, c'est 2007. Oui, c'est 2008, Lisbonne. Voilà, Lisbonne. Mais en 2005, donc on fait ces réunions, on se voit avec cette petite équipe autour de Sarkozy. En 2005, il nous dit, bon, c'est des sujets graves, l'Europe, c'est toujours compliqué, chacun fait ce qu'il veut. Moi, à titre personnel, je voterai pour le traité constitutionnel. Et le lendemain, je publie un article Figaro ou Le Monde dans lequel j'explique les raisons pour lesquelles je voterai contre le traité constitutionnel, parce que pour moi, c'est une aberration d'avoir ce traité constitutionnel. Et je reçois un coup de téléphone de Nicolas Sarkozy qui me dit « Mais Jérôme, qu'est-ce que tu n'as pas compris ?» Je dis « Nicolas, je ne comprends pas de quoi tu parles, quel est le sujet ?» Il me dit « On s'est vu hier, et je t'ai dit que je votais pour le traité constitutionnel. » Je dis « Moi, j'ai retenu surtout que tu as dit qu'on faisait chacun ce qu'on voulait. » Et non, mais j'ai dit surtout que je votais pour. Et donc, on s'est fâché à ce moment-là. Et donc le doigt sur la couture du pantalon. Bah on suit un homme, on ne suit pas des idées. C'est un petit peu la difficulté. Et donc de fil en aiguille, en 2006, on a eu de nouveau des difficultés aussi parce que je souhaitais... Tous les députés UMP, il faut le savoir, en 2002 qui ont été élus, on a été élus avec une plateforme dans laquelle on promettait la suppression de l'AME. L'AME, c'est l'aide médicale d'État. 1 milliard par an, un peu plus entre 1 et 2 milliards. Hein. Voilà, donné à des étrangers en situation irrégulière pour payer les frais médicaux, y compris ce qu'on appelle la médecine de confort. Quand les Français n'ont pas les moyens forcément de se payer la même chose. Ou un étranger en situation régulière, lui non plus, il est obligé de payer. Donc je voulais vraiment tenir notre parole et j'ai fait passer dans le groupe UMP des amendements favorables. Sarkozy les a refusés. Il m'a proposé, il m'a dit on fait un point de presse, t'expliques que tu renonces parce que je suis le meilleur ministre de l'Intérieur que la terre ait porté, puis je te réintègre dans le groupe, tu verras, c'est très bien, on va faire de belles choses ensemble. J'ai refusé, derrière il s'est braqué, et c'était lui qui a été élu président de la République, et donc j'ai été exclu de l'UMP à l'époque, et donc je me suis retrouvé à défendre une candidature qui me paraissait naturellement la plus proche, c'est celle de Philippe de Villiers, avec qui j'avais fait la campagne contre le traité constitutionnel. Philippe, que je connaissais aussi depuis la fin des années 80, qui est un personnage extraordinaire, très entier, un très grand conteur, un conteur de l'histoire de France, et qui comprend l'urgence aujourd'hui qui étreint notre pays, et qui comprend les raisons pour lesquelles Éric s'est engagé lui aussi très fortement. Et que vous retrouvez aujourd'hui au mouvement Reconquête, ça doit être un grand plaisir pour vous et pour lui. Et alors, en fait, vous êtes en train de nous dire, en filigrane de ce que vous nous expliquez, que vous avez trouvé une forme de spiritualité, finalement, chez Reconquête, qu'il n'y avait pas forcément dans vos, dans vos organisations précédentes, non pas de votre engagement, qui n'a pas changé. Mais... Non, les organisations précédentes, c'est des partis politiques classiques. Vous savez, quand vous avez LR ou UMP précédemment, c'est des organisations où vous avez des maires, vous avez des conseillers municipaux, vous avez tout un réseau d'élus locaux. Donc vous avez une part de sincérité chez les militants. Il faut le dire, de toute façon, un militant est plutôt sincère. Par définition. Mais vous avez, malgré tout, de temps en temps, un aspect un peu clientéliste. Parfois, les gens ont besoin de quelque chose. Donc, adhérer à un parti, c'est une façon... Alors, surtout dans le Sud, hein, je suis un peu déformé par cette culture du Sud où
ou si vous travaillez dans une municipalité, c'est un peu compliqué de ne pas avoir sa carte dans le parti politique dont le maire, du maire. Donc, alors, rappelez pour nos téléspectateurs, vous êtes des Alpes-Maritimes. Alpes-Maritimes, c'est où précisément? Nice, c'est là où tout se passe finalement. C'est là que j'ai élevé mes enfants. C'est malheureusement dans cette terre que sont enterrés mes parents, mais c'est ce que j'appelle chez moi. C'est les Alpes-Maritimes, c'est ma micro-patrie. Donc entre Christian Estrosi, Éric Ciotti et l'inénarrable Renaud Muselier, vous connaissez tout le monde dans le coin. Ça fait très longtemps, effectivement, qu'on a pu guerroyer côte à côte à certains moments, les uns contre les autres à d'autres. Alors expliquez-nous pourquoi Éric Ciotti s'entête à rester là où il pense peut-être être au chaud, c'est-à-dire avec Valérie Pécresse, qu'il a combattu pendant des années. Ben, vous l'avez défini, parce qu'il fait bon, la place est chaude, voilà. Il y a beaucoup d'élus pour qui c'est très compliqué de faire un choix courageux. C'est ce qui est incroyable dans l'aventure que mène Éric. C'est un écrivain reconnu, un intervenant, j'aime pas le mot polémiste, parce que c'est pas un polémiste, c'est un intervenant sur une chaîne de télévision qui rassemble un monde fou. Il gagne confortablement sa vie. Il est écouté un peu tel la Piti, chaque jour. Il donne le là de la vie politique à droite en France. Et il fait le choix invraisemblable de tout mettre en jeu, de tout risquer, parce qu'il considère qu'aucun des hommes politiques en mesure de répondre à l'interrogation que se posent les Français ne vient. C'est un choix vraiment extraordinaire et courageux, mais c'est pas classique en politique. Personne n'y croyait il y a 1 an quand on a commencé cette aventure. Personne n'y croyait il y a 4 mois. Oui, il y a 4 mois encore. Oui, c'est vrai. C'est très court. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est l'aspect courageux, peut-être téméraire. Et c'est pas classique en politique. Donc, ça fait très longtemps que j'échange avec lui. Ça fait très longtemps que, à un moment, je l'ai beaucoup poussé lorsqu'il avait sorti son livre Suicide français en disant « Tu vas rester combien de temps un spectateur engagé? À quel moment est-ce que tu sautes le pas ?» Il m'a dit que c'était gentil, mais que c'était pas ce qu'il avait en tête. Geoffroy Lejeune lui avait déjà dit en 2015. Voilà, je pense que ça apparaissait comme une potentialité, mais un peu comme un défi impossible. En disant, tu dis tellement belles choses, tu as une tellement belle analyse, quand est-ce que tu passes à la pratique? Et ensuite, quand pendant de 2015 à 2000 jusqu'à il y a quelques jours, étant au Rassemblement national, j'ai cru que Marine Le Pen était en situation de faire la différence. J'ai pensé un moment, à partir du moment après l'échec de 2017, j'ai pensé qu'elle avait compris et qu'elle allait ouvrir le parti de telle sorte qu'on puisse faire cette jonction indispensable entre les nationaux populistes et les conservateurs patriotes. Au moment où Philippot a quitté le parti? Exactement. Quand Philippot a quitté le parti, je me suis dit, il se passe quelque chose. On peut peut-être faire quelque chose. Et on a travaillé dans ce sens-là. On a fait des élections européennes qui étaient plutôt pas mal, avec une liste assez ouverte, renouvelée. Donc tout ça était sur une bonne pente. Quand on fait de la politique, on y croit. On mène des combats pour les gagner. Et le dernier combat le plus récent, c'était celui des élections régionales. Et j'étais certain que Thierry Mariani allait gagner la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et il a eu le même écueil que celui de Marion Maréchal. Il s'est retrouvé plombé par cette étiquette. La vie politique n'est pas juste. Parce que Marine Le Pen, elle a quand même tenu toute seule le camp national pendant longtemps. Il faut quand même voir ça. Il faut lui reconnaître d'avoir été celle qui a porté l'étendard politique au moment où c'était compliqué. Elle a envoyé des candidats, elle a rendu possible la présence de cette étiquette nationale populiste dans toutes les élections. Faut pas l'oublier. C'est pas simple, c'est pas facile. Elle s'est pris des coups, elle s'est pris des. Voilà. Ce que je trouve dommage, c'est qu'après les élections régionales, on a compris, je sais qu'elle a compris, parce que c'est un animal politique, qu'elle ne gagnerait jamais l'élection présidentielle. Elle ne la gagnera pas, cette élection. Et derrière, ça se voit, la façon dont elle a réorganisé sa campagne, son parti, pardon. On est passé du Rassemblement national au rétrécissement national. C'est quelque chose organisé autour d'une toute petite équipe. C'est pas large, c'est pas quelque chose qui voit vers l'avenir et qui se projette vers un parti de gouvernement. Est-ce que ce qu'on dit est vrai? C'est toujours l'équipe d'Hénin Beaumont qui est autour d'elle, hein, c'est ça? C'est essentiellement une équipe
Que dénonçait déjà Jean-Marie Le Pen il y a voilà. longtemps. Hein. Mais des gens qui font un travail, avec elle, ils ont réussi à gagner Nain-Beaumont, ils ont gagné des circonscriptions, mais c'est pas le Rassemblement national. Alors pourquoi on a besoin que ce soit plus large. Et donc à partir du moment où je fais ce constat qu'elle ne peut pas gagner, il faut trouver une solution. Mais il n'y en a pas jusqu'à ce que Éric fasse ce choix extraordinaire. Et à partir de là, pour moi, la décision est prise. Le problème, c'est de savoir à quel moment, comment l'annoncer. Et puis quitter la place chaude, je ne veux pas me jeter des fleurs, mais vous avez eu la gentillesse de le rappeler, j'étais quand même à la tête de 23 députés. C'est matériellement confortable, je gérais un budget de 2 millions d'euros, ça permet de faire des actions de communication, ça permet d'exister. À la limite, j'aurais pu très bien attendre que cette élection présidentielle passe. La prochaine échéance est 2024 et essayer de peser sur la recomposition de la droite dans une forme de confort, ce que peut-être Éric Ciotti est en train de faire en se disant c'est pas très grave, je suis de toute façon un personnage éminent chez les LR, ce qui est une réalité, et je gérerai cette recomposition. Mais la question qui se pose à nous Français de l'avenir et de la sauvegarde de la France est telle qu'il faut faire des choix plus tranchés, et c'est ce que j'ai voulu faire. Bon alors, Éric Ciotti, vous dites que c'est trop tard, finalement, il a fait son choix et il va rester assumé jusqu'au bout. C'est jamais trop tard. S'il décide de au moins pour le premier tour. S'il décide de... Vous savez, je pense que Valérie Pécresse va faire un score qui sera très faible. Je pense que, et je l'ai dit d'ailleurs à François-Xavier Bellamy, il n'y a pas très longtemps, je lui ai dit, les LR se souviendront de ton élection comme d'une belle élection. Et les 8 à 9% qu'il a fait, ne seront pas un score déshonorant après ces élections présidentielles. Je vous le dis, Valérie Pécresse est aujourd'hui la candidate qui est la plus en difficulté parce qu'elle fait un grand écart entre deux postures qui sont totalement inconciliables. Vous ne pouvez pas trouver qu'Éric Ciotti a des propos intéressants et adhérer à sa vision de la France et en même temps adhérer à la vision islamo-centriste de Jean-Christophe Lagarde. Ça marche pas. Il y a des combinaisons impossibles. De l'eau et de l'huile, vous remuez pendant quelques instants, vous avez l'impression que ça fonctionne, mais derrière, c'est inexorable. Ça se divise. Et ça se divisera pour Valérie Pécresse. Et elle fera le score des islamo-centristes de Jean-Christophe Lagarde. Elle n'aura pas les électeurs d'Éric Ciotti qui n'ont pas envie de se faire berner une nouvelle fois. Vous savez, tous les électeurs de LR se souviennent de sa tribune avec Rocaillet Diallo il y a quelques années. Donc elle retombera finalement au... Et ils ont déjà été trompés. Ils ont été si souvent trompés. Nicolas Sarkozy avec son Karcher, les Français ont envie de croire, ils ont envie de faire confiance. Quand vous avez un personnage qui arrive en faisant des promesses sur des sujets pour lesquels c'est essentiel, ils y vont, mais ils sont pas non plus, ils n'aiment pas qu'on les prenne pour des imbéciles. Comme dit Éric Zemmour, il avait promis le Karcher, ils ont eu Kouchner. Voilà, c'est exactement ça. C'est une jolie punchline. Très, très belle punchline, il est très bon pour ça. Donc là, on a évacué le cas Ciotti, et maintenant il reste le cas épineux et plein de promesses sans doute de Marion Maréchal. Vous l'avez cité plusieurs fois déjà depuis le début de notre entretien. Quid de Marion Maréchal? Écoutez, Marion se trouve dans une situation particulière parce qu'au-delà de la situation politique, il y a une situation personnelle. On se souvient dans l'histoire de Brutus, c'est pas facile d'être celui ou celle en l'occurrence qui tue politiquement sa tante. Donc, sa tante qui elle-même a tué le père. En tout cas, je pense que c'est compliqué et je pense que Marion doit prendre le temps de la réflexion. Je ne trouve pas bien de mettre une forte pression sur Marion par rapport à cette élection. Je pense que je suis convaincu qu'elle fera ce qui est bon pour la France et elle le fera au moment où les choses seront mûres pour elle. Voilà, il ne faut pas être uniquement dans la tactique. Les vies sont complexes, les choix sont complexes, et donc je pense qu'il faut lui accorder du temps. Ça n'est pas nécessairement à elle de venir mettre le coup de dague dans sa tente et de l'éliminer. C'est pas une belle image ensuite à porter pendant les 20, 30 ou 40 ans de vie politique qu'elle peut faire si elle le souhaite. Donc vous pensez qu'elle ne fera pas son choix tout de suite et qu'en tout cas il ne faut pas la pousser à le faire trop vite? Je pense qu'on lui a dit, tout le monde lui a dit qu'il apparaîtrait en cohérence entre ce qu'elle dit et ce qu'elle fait, qu'elle aille et qu'elle rejoigne la campagne d'Éric Zemmour. Je pense que tout le monde le sait, je pense qu'elle le sait. Derrière la mise en musique de ce choix, d'abord il lui appartient.
Et ensuite, il est complexifié par un problème familial. Moi, j'ai pas de problème familial avec Marine. Marine, c'était un personnage politique dont j'ai respecté le parcours, mais c'était pas une amie. Voilà. Donc, le jour où je fais un choix en fonction d'éléments que je considère comme étant importants par rapport à mes convictions, je fais ce choix-là. Il n'y a pas besoin de résoudre un problème affectif, ce que Marion a nécessairement à résoudre. Avec Louis Alliot, vous aviez des rapports plus personnels. Mais bon. C'est effectivement un ami, c'est des rapports personnels, mais justement parce que c'est personnel, c'est pas des sujets sur lesquels je m'étendrai. Bien sûr, on le comprend. Vous avez une particularité en tant que député européen et même comme politique français tout court, c'est que vous avez épousé, je crois, une Américaine, oui. Et vous avez été en contact avec le fameux Steve Bannon, qui est quand même une référence pour une partie de la droite française, un peu un mystère aussi, puisqu'il était venu soutenir Marine Le Pen à un moment. Comment il pourrait, lui, est-ce qu'il pourrait avoir un rôle dans cette campagne? Est-ce qu'il s'intéresse à la situation politique française? Est-ce que vous êtes vous-même toujours en contact avec lui? C'est devenu quelqu'un avec qui j'entretiens des relations amicales et fréquentes, parce qu'on a bien accroché, c'est un personnage intéressant. On l'a rencontré, en fait je l'ai rencontré la première fois avec Louis Alliot. On a fait un déplacement ensemble pour aller le voir aux États-Unis. On l'a convaincu de venir effectivement au moment de la campagne de Trump, la dernière campagne. Hein. C'était au lendemain de la victoire de Donald Trump. Il a eu un moment, effectivement, quelques ambitions européennes au moment des élections européennes en se disant qu'il pouvait faire quelque chose. Je lui ai très vite dit que ça ne me paraissait pas être la bonne voie. La politique américaine n'a rien à voir avec la politique française, rien à voir avec la politique des différents pays européens. Le message qu'il a pu porter à un moment était intéressant, c'est dire que vous n'êtes pas seul. Il existe des nationaux populistes aux États-Unis. Ils ont d'ailleurs gagné avec Donald Trump. Ils existent ailleurs, mais ça se limite à ça. Et aujourd'hui, il est engagé d'ailleurs dans une campagne aux États-Unis importante, puisqu'il s'agit de la campagne des primaires pour le renouvellement du Congrès américain l'année prochaine. Il s'intéresse parce qu'il s'intéresse à la vie politique française, parce que la vie politique française est un événement mondial, c'est un événement majeur. Si la France, avec Éric, arrivait à retrouver cette voie de puissance, d'équilibre qu'elle a pu être, c'est important pour les Américains. Mais au-delà de ça, il n'y a rien. La campagne d'Éric, c'est une campagne pour la France, avec les Français, point. Eh oui. Et donc, les États-Unis, vous n'êtes pas spécialement en lien avec ce pays, hormis vos acquaintances familiales, vos goûts personnels. Mais il n'y a pas de rapprochement politique. Pour l'élection présidentielle, vraiment, ce sera une légère différence par rapport aux élections précédentes. Elle est beaucoup plus... son intensité française est encore plus grande que précédemment. Vous savez, il arrive à des hommes politiques ou des femmes politiques d'aller à l'étranger chercher le parrainage. On se souvient de cette visite intéressante de Marine Le Pen à Poutine pour marquer l'aspect homme d'État ou capacité à être un homme ou une femme d'État. Éric n'a pas besoin de ça en fait. Personne n'imagine qu'il n'est pas en capacité de parler à un chef d'État. On l'imagine dans le rôle immédiatement, c'est pas difficile. Et par ailleurs, on n'a pas besoin de grands frères, on n'a pas besoin de grands frères américains, on n'a pas besoin de grands frères russes. La France doit exister en tant que puissance. On doit retrouver notre souveraineté, donc certainement pas se situer à l'abri de l'aile d'une puissance plus grande que la France. Oui, c'est ce que dit Éric Zemmour depuis des années, en effet, avoir cette voix gaullienne, finalement, de la France, qui parle à tout le monde et qui n'est assujettie à personne. Voilà, une France non alignée, avec des alliés américains. Il y a une histoire forte entre nos deux peuples, mais allié ne veut pas dire vassal. Oui, Sarkozy n'avait pas compris ça et grand mal lui en a pris finalement, parce que les Américains l'ont méprisé au fond. Et ont même méprisé notre pays par sa faute. Et il nous a servi, parce qu'en nous faisant réintégrer le commandement militaire intégré de l'OTAN, on a perdu la neutralité qui était la nôtre lorsque le président de la République française s'adressait à des pays qui n'étaient pas sous l'ombre américaine ou sous l'ombre russe. On pouvait imaginer que la France était indépendante et qu'elle avait une voix différente. Aujourd'hui, elle apparaît comme étant la voix de l'Amérique, comme l'Allemagne, comme tous ces pays qui sont membres de l'OTAN. C'est l'Amérique qui paye, c'est l'Amérique qui commande. Et c'est de ce carcan dont on veut sortir. On va retrouver le chemin du gaullisme avec l'élection d'avril 2022, quand notre champion sera élu. On retrouvera le chemin de la souveraineté française.
Merci mille fois, Jérôme Rivière. Avant de nous quitter, je voudrais noter pour nos téléspectateurs que vous aviez préfacé un livre de Louis Alliot, votre ami Alliot, qui s'appelait « Impossible n'est pas français ». Et comme vous le savez sans doute, c'est le slogan qu'a choisi Éric Zemmour pour ses tracts et ses affiches. Donc voilà, le pont est jeté et on attend les prochains ralliements avec grande impatience. Alors, un mot quand même, il y aura d'autres ralliements, puisque j'avais dit que nous arriverions à 3 parlementaires. Après moi, Gilbert Collard est arrivé dans les jours qui suivaient. On aura d'autres ralliements, mais la campagne d'Éric, c'est pas une campagne de ralliement. Et donc, une fois que cette séquence est passée, c'est-à-dire qu'il a fait la démonstration qu'il était en capacité, de rassembler les conservateurs patriotes de LR et les nationaux populistes du RN. Maintenant, c'est décliner le programme, c'est parler de la France. Et tous ceux qui viennent seront les bienvenus, mais on va pas, ça doit pas être simplement des séquences de ralliement, cette campagne. C'est beaucoup plus important, c'est de la France, et vous le savez, puisque c'est ce qui compte tous à notre cœur, c'est l'avenir de la France. Bien sûr, c'est le sort du pays qui est en jeu, et on en a tous conscience, nos téléspectateurs, les premiers certainement. Merci mille fois, monsieur le vice-président, bienvenue à vous au sein du mouvement Reconquête. Merci, cher Jérôme, et à très bientôt. Merci, David.